Alors on va parler du Rwanda puisque une attaque à la grenade a fait au moins un mort dans la capitale, Kigali. Une attaque qui intervient à quelques jours des élections législatives. Stéphanie Braqueuet nous donne les dernières informations depuis Kigali. En Centrafrique, dernière illustration du chaos qui règne dans le pays. Le président Jotodia a annoncé la dissolution de sa coalition, l'ex-rébellion Seleka. Décryptage avec Nicolas Germain. Et puis, des chiffres très encourageants sur la mortalité infantile. Elle a baissé de moitié depuis 90. En Afrique, l'Éthiopie ou encore le Niger ont connu des améliorations spectaculaires. Ce sont donc les tout derniers jours de campagne au Rwanda avant les législatives de lundi. Jusqu'ici, elle s'était déroulée dans le calme, mais ce vendredi, une attaque à la grenade s'est produite à Kigali. Elle a fait au moins un mort. Les précisions de Stéphanie Braqueuet, notre envoyée spéciale dans la capitale rwandaise. L'attaque a eu lieu à 18h30 heure locale à Kicukiro, qui est un quartier à l'est de Kigali, et c'était dans un marché assez fréquenté. Donc j'ai pu contacter le porte-parole de la police par téléphone qui m'a confirmé donc un mort et 14 blessés, mais il a précisé que ce bilan pourrait évoluer. Les blessés ont été transportés à l'hôpital. Il a aussi ajouté que 3 suspects avaient été arrêtés, mais que l'enquête se poursuivait, donc il ne pouvait pas donner plus d'informations sur qui était derrière ces attaques. Depuis le début de l'année, il y a eu 2 attaques précédemment, à part celle-là, une en mars et en juillet. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le régime a tendance à pointer du doigt les FDLR, ce groupe armé de génocidaires Hutus qui, depuis 1994, agit à l'est du Congo, ou alors les dissidents du régime. Pour rappel, alors vous l'avez souligné, c'est la première attaque à la grenade depuis le début d'une campagne pour l'élection législative qui débute lundi et qui jusque-là s'était déroulée pacifiquement. Mais on se souvient qu'en 2010, une vague d'attaques à la grenade avait touché la capitale, Kigali. C'était le scrutin présidentiel remporté largement par Paul Kagame, puisqu'il avait remporté le scrutin à 93% des voix. Et on va regarder le reportage de Stéphanie Braqueuet sur cette campagne. Près de 20 ans après le génocide de 1994, les Rwandais sont donc appelés à élire leurs députés. Le parti du président Paul Kagame, le FPR, règne sans partage depuis la fin des massacres auxquels ses troupes ont mis un terme. Il n'y a donc pas beaucoup de suspense quant aux résultats. Les partis d'opposition peinent à exister. C'est l'avant-dernier jour de campagne et malgré la pluie, les habitants sont venus en masse pour assister au rassemblement du Front patriotique rwandais. Ils ont construit les routes, ils nous apportent de l'eau. Le FPR nous a donné des vaches, de la terre, de la nourriture. Nous avons la paix en général. Le parti a fait de bonnes choses pour nous. Face au parti au pouvoir, peu d'opposition. Le Parti vert, qui après 4 ans d'existence a finalement été enregistré officiellement, n'a pas eu le temps de présenter des candidats. Son président est revenu d'exil l'année dernière. Nous ne voulons pas être vus comme des ennemis de ce pays car nous aimons ce pays. Mais nous disons qu'il y a des choses à modifier. Certaines politiques ne sont pas bonnes. Un certain nombre d'opposants sont en prison, dont Victoire Ingabire. Elle a été condamnée en première instance pour négation du génocide. Il n'y a pas une élection sans compétition, sans parti d'opposition. Vraiment, c'est une élection sans valeur. Ces accusations sont démenties avec vigueur du côté du FPR. Il y a une opposition, la loi l'indique. La force du FPR ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opinions divergentes. Nous les écoutons, ces opinions. C'est juste que le FPR est plus fort que les autres. En 2008, le Front patriotique rwandais et les partis alliés avaient remporté plus de 78% des voix. Leurs partisans estiment qu'ils peuvent faire encore mieux pour ce scrutin. La situation en Centrafrique toujours aussi préoccupante. Aujourd'hui, le président Jotodia, arrivé au pouvoir en mars dernier, après avoir renversé François Bozizé, a annoncé la dissolution de la Seleka, sa coalition au pouvoir. Des affrontements ont eu lieu cette semaine dans l'ouest du pays entre partisans et opposants de ce nouveau pouvoir. Et ce qui inquiète, c'est la dimension religieuse de ces violences. Les explications de Nicolas Germain. Phénomène assez nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de chiffres fiables, mais qu'on estime à peu près 20% le nombre de musulmans en Centrafrique. Et il faut noter aussi que Jotodia, c'est le premier président musulman dans l'histoire du pays. Les spécialistes à qui j'ai parlé, ils pensent que c'est pas tant un problème religieux que communautaire. Ils disent par exemple que la Seleka n'a pas d'agenda islamiste. Ils notent en revanche que les musulmans, ils détiennent beaucoup des petits commerces et les Peuls, par exemple, détiennent beaucoup du bétail. Et ça peut aussi expliquer pourquoi ils sont ciblés. Quant à l'ONG MSF, elle explique que pendant des décennies,
les chrétiens et les musulmans vivaient côte à côte paisiblement, et que c'est vraiment, il y a eu récemment une instrumentalisation de la religion. C'est un prétexte pour ces violences. Le Britannique Jermaine Grant, soupçonné de terrorisme au Kenya et en Angleterre, a été jugé ce vendredi à Nairobi, mais il comparaissait pour une autre affaire, une affaire de vol. L'autre procès pour terrorisme doit avoir lieu fin septembre. Il a d'abord été arrêté lorsqu'il tentait d'entrer en Somalie déguisé en femme. Le Britannique Jermaine Grant était accusé de vol avec violence. Il risquait jusqu'à la peine de mort, mais faute de preuves, il a été acquitté ce vendredi. Le procureur aurait dû présenter des preuves montrant qu'il avait tenté de s'enfuir et il ne l'a pas fait. Lorsqu'il a été arrêté en 2011, Grant avait sur lui des produits chimiques et des batteries. Selon le procureur, il voulait fabriquer des explosifs. La police kenyane pense que ce Londonien était en contact avec les Shebab, un groupe djihadiste basé en Somalie et qui a mené des attaques au Kenya. Prochainement, Grant sera jugé dans une autre affaire, cette fois liée au terrorisme. Il a aussi un procès à Mombasa prochainement et nous espérons le même verdict à Mombasa car nous croyons en l'état de droit. Grant aurait eu sur lui des plans de bâtiments fréquentés par des officiels somaliens et des expatriés occidentaux. Le procureur l'accuse aussi d'avoir travaillé avec la veuve d'un des auteurs des attaques suicides à Londres en 2005. Et on en vient à cette enquête de l'ONU. La mortalité infantile a chuté de moitié à travers le monde depuis 1990. C'est un travail réalisé par l'UNICEF qui le dévoile aujourd'hui. Sarah Crowe, porte-parole de l'organisation à New York, était en direct avec nous tout à l'heure. Elle revient sur les pays où la situation sanitaire des enfants s'est nettement améliorée en Afrique. On a la bonne nouvelle de quelques pays en Afrique subsaharienne. Par exemple, moi je viens de rentrer de l'Éthiopie, l'Ouganda et le Kenya, mais l'Éthiopie, le Zambie, le Malawi, le Tanzanie, le Libéria et même le Niger, on voit une grande différence, on voit un progrès remarquable. Ça, c'est à cause de plusieurs raisons, mais c'était étonnant si on pense que l'Éthiopie, par exemple, qui était très connue pour les famines il y a 20 ans, et maintenant, ils ont réduit la mortalité jusqu'à 90%, presque 90%. Donc c'est assez remarquable et c'est à cause des interventions sur tous les niveaux de société et le leadership dans le plus haut de gouvernement. Et il faut noter en revanche que les nouvelles ne sont pas bonnes pour deux autres pays africains. Au Nigeria et en République démocratique du Congo, la mortalité infantile reste parmi les plus élevées au monde. On en vient à cette affaire concernant la dépouille de Savourignan de Brazza qui ne repose plus vraiment en paix. Cet explorateur français qui a donné son nom à la capitale congolaise avait été réinhumé en grande pompe un siècle après sa mort à Brazzaville en 2006 dans un imposant mausolée de marbre. En échange, les autorités congolaises s'étaient engagées auprès des descendants de l'explorateur à faire une série de travaux de développement, ce qui n'a pas été fait selon eux. Du coup, ils ont porté plainte et la justice française leur a donné raison. La dépouille de Brazza devra être retournée à ses descendants dans les 3 mois. Le Congo a annoncé aujourd'hui qu'il allait se pourvoir en cassation contre cette décision. Et on va terminer avec un mot de mode africaine. La styliste sénégalaise Sophie Zinga, qui a déjà de nombreuses boutiques de luxe à Paris et à New York, a décidé d'ouvrir son tout premier magasin de prêt-à-porter haut de gamme à Dakar, au Sénégal, son pays d'origine, le pays où elle est née. Un style minimaliste avec quelques pointes de couleur et des tissus romantiques comme de la dentelle. La jeune femme âgée de 26 ans, habituée au podium en Europe et aux États-Unis, espère ainsi créer de très nombreux emplois au Sénégal. Et c'est la fin de ce Journal Afrique. Ça vous dirait très bien, Pauline. Merci, c'était le Journal de l'Afrique. Tout de suite, le journal de 23h sur France 24. On reviendra évidemment sur les négociations actuellement en cours entre Russes et Américains en Suisse. Négociations qui en sont à un point crucial, disent les Américains. Tout de suite.